Alors, première vidéo explicative en biochimie métabo. Et comme premier cours, on va aborder la glycolyse. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Du coup, la première, ça va être qu'est-ce que la glycolyse. Du coup, la glycolyse, ça va être, comme son nom l'indique, ça va être la lyse du glucose. Et ça va être une oxydation partielle du glucose, une oxydation incomplète, étant donné qu'il n'y a qu'une seule étape d'oxydation dans celle-ci. Comme vous le savez, normalement, les cellules ont besoin d'énergie pour pouvoir maintenir leurs différentes activités, par exemple leur organisation, le fait de synthétiser des macromolécules, ou le simple fait de pouvoir se transporter dans l'organisme. Du coup, l'ATP, ça va être la molécule clé du métabolisme énergétique, qui peut être produit notamment grâce au catabolisme, qui libère de l'énergie, étant donné que le catabolisme est essentiellement exergonique. Le rôle énergétique du glucose et de l'ATP, du coup, dans la glycolyse, le glucose, ça va être le substrat principal des cellules. Il peut être soit stocké, sous forme de glycogène et d'amidon pour les plantes, soit oxydé via la glycolyse, soit utilisé pour la biosynthèse de macromolécules, notamment les acides nucléiques. Il peut être transporté de deux manières différentes. Premièrement, on a le transport actif du glucose via le cotransporteur Na+, glucose, qu'on appelle aussi le transporteur SGLT. Ce transporteur, il est situé au niveau du pôle apical des cellules intestinales et des cellules rénales. Il est couplé à une pompe NAK-TPase. C'est pour ça qu'on dit que le transporteur SGLT est secondairement actif. Parce que ce n'est pas lui qui consomme directement l'ATP, c'est la pompe auquel il est couplé. Et du coup, ça nous permet ainsi d'avoir un transporteur contre le gradient de concentration. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est un transport qui est dit actif. Ensuite, on a le transport passif du glucose. Lui, cette fois, il se fait selon le gradient de concentration, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré. Et ça va passer avec les protéines GLUT, qui sont des protéines transmembranaires à 12 hélices alpha. On a plusieurs isotypes du GLUT. On a le GLUT1 qui est ubiquitaire dans tout l'organisme. On a le GLUT2 qui est uniquement dans le foie, et on a le GLUT4 qui est le seul isotype qui est insulinodépendant, c'est-à-dire qui dépend de l'insuline, et qui est situé dans le muscle, dans le cœur, et dans les tissus adipeux. Ainsi, ces transporteurs jouent un rôle majeur dans le développement des cellules cancéreuses surtout, puisque ça favorise du coup l'entrée du glucose, étant donné que dans certains types de cancers, on aura une surexpression massive de ces transporteurs-là. Du coup, la glycolyse, elle se déroule exclusivement, c'est-à-dire chaque étape se déroule dans le cytoplasme. Elle est séparée en deux étapes. On a la phase préparatrice, ou préparatoire, qui consomme du coup 2 ATP. Et on a la phase de rendement, ou la phase restitutrice, c'est la même chose, qui va produire du coup 4 ATP. Et du coup, si on fait le rendement total, ça nous donne la consommation de 2 ATP, c'est-à-dire moins 2, plus la production de 2 ATP, ce qui nous donne un rendement final de plus 2 ATP. Et du coup, tous les intermédiaires glycolytiques, c'est-à-dire entre le glucose et le pyruvate, il y a une petite faute dans la diapo, entre le glucose et le pyruvate sont des intermédiaires qui sont phosphorylés. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de la phosphorylation dans la glycolyse? C'est tout simplement de piéger les intermédiaires dans la cellule, c'est-à-dire les empêcher de ressortir pour pouvoir favoriser au maximum la glycolyse. Du coup, l'énergie métabolique de cette voie métabolique, elle est conservée au sein des liaisons phosphates de nos différents intermédiaires. Et du coup, c'est grâce à cette phosphorylation d'ailleurs que les enzymes de la glycolyse peuvent se lier aux intermédiaires pour pouvoir favoriser les réactions, parce que sans ça, on n'avancerait pas trop. Du coup, là, on va rentrer dans la première phase de la glycolyse qui commence par la première étape qui est un transfert de groupe, catalysé plutôt par l'exokinase, c'est-à-dire qu'on part du glucose avec une molécule d'ATP et un cofacteur Mg2+, et on se retrouve avec du glucose 6-phosphate. Du coup, ça c'est la première étape, c'est l'étape qui nous permet justement de piéger le glucose dans notre cellule. Alors au total, on a 4 isoformes de l'exokinase. On a l'exokinase 1 qui est ubiquitaire dans tous les tissus, on a l'exokinase 4 qui est hépatocytaire, et on a l'exokinase 2 qui est notamment retrouvé dans les tissus embryonnaires et dans certains cancers. Du coup, dans cette réaction, l'exokinase est une enzyme allostérique, c'est-à-dire qu'elle est modulée par certaines macromolécules. Et là, en l'occurrence,
elle va être inhibée par le G6P et activée par le glucose. Mais elle est également inhibée par la forte concentration en ATP et favorisée par la forte concentration en ADP. Pour résumer, voyez ça comme une balance, c'est-à-dire que si on est en surplus énergétique, on a trop d'ATP, on a trop de glucose 6-phosphate, on va vouloir stopper ça pour plutôt stocker le glucose. Donc on va inhiber l'exokinase. Alors que quand on se retrouve en situation de déficit énergétique, c'est-à-dire en forte concentration de glucose et en forte concentration d'ATP, qui sont des témoins de déficit énergétique, et bien là en l'occurrence on va favoriser l'exokinase pour pouvoir faire la glycolyse et ainsi faire de l'énergie par la suite. Ensuite, on a l'étape 2, qui est une étape d'isomérisation avec la phosphoexose isomérase, qui nous permet de passer du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate. Voilà, il n'y a rien de particulier sur cette réaction. Ensuite, on arrive sur une des étapes les plus importantes de la glycolyse, c'est la troisième, qui est un transfert de groupe également, étant donné qu'on a une kinase, qui nous permet de passer du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-bisphosphate. Et cela grâce à la PFK1. La phosphofructokinase 1. Du coup, pourquoi cette enzyme est importante? C'est une enzyme déjà qui est allostérique et qui est homotétramérique, c'est-à-dire qu'elle a 4 sous-unités qui sont identiques. Elle est cinétiquement déterminante, parce que justement, si on l'inhibe, si on la bloque, et ben on peut plus avancer plus loin dans la réaction, et surtout, elle a énormément de régulateurs. L'ATP, il va être à la fois substrat de celle-ci mais aussi inhibiteur, c'est-à-dire que quand on aura trop d'ATP, on va inhiber la PFK, mais l'ADP, il va être à la fois produit et activateur de cette réaction, puisque quand on sera en faible charge énergétique, c'est-à-dire lorsqu'on a beaucoup d'AMP et beaucoup d'ADP, et ben on va favoriser cette réaction. Ensuite, on aura le citrate, qui sera un inhibiteur de cette réaction, étant donné que lorsqu'on va saturer le cycle de Krebs, au point de plus pouvoir le faire, et ben on va vouloir inhiber à la source, c'est-à-dire qu'on va inhiber directement la glycolyse pour stopper ou voire ralentir le cycle de Krebs. Et on a un dernier régulateur, qui est un régulateur activateur, c'est le fructose 2,6-bisphosphate, qui est un activateur hormonodépendant d'ailleurs. Alors du coup, petit aparté sur le fructose 2,6-bisphosphate, on voit que pour en fabriquer, pour en synthétiser, on a besoin de fructose 6-phosphate initialement. Et du coup, grâce à la PFK-FB 1,4 pour les différents isotypes de cette enzyme, on aura soit une activité kinase qui nous permettra de passer du fructose 6-phosphate au fructose 2,6-bisphosphate pour favoriser la PFK, et ça du coup c'est l'activité kinase qui utilise un ATP en ADP, ou bien on aura une activité phosphatase, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui a deux activités, une activité kinase pour avoir le fructose 2,6-bisphosphate, ou une activité phosphatase pour retourner au fructose 6-phosphate. Du coup, l'isoforme numéro 3, il est surexprimé dans les tumeurs, c'est-à-dire que son activité kinase va être 700 fois plus forte que son activité phosphatase. Du coup, forcément, ça veut dire qu'on va faire 700 fois plus de glycolyse, et du coup 700 fois plus d'énergie pour notre tumeur et du coup son développement. Ensuite, la quatrième étape de notre glycolyse, ça va être le clivage. Le clivage du fructose 1,6-bisphosphate grâce à l'aldolase en dihydroxyacétone phosphate et en glycéraldéhyde 3-phosphate. Ensuite, dernière étape de cette phase de préparation, ça va être l'isomérisation. L'isomérisation du dihydroxyacétone phosphate grâce à la triose phosphate isomérase en glycéraldéhyde 3-phosphate. Et du coup, ça clôt notre première phase de la glycolyse. Du coup, le bilan de cette première phase, ça va être l'utilisation d'un glucose plus 2 ATP qui nous donnera 2 glycéraldéhyde 3-phosphate plus 2 ATP. Du coup, l'étape 6, la première étape de la phase de restitution, c'est la formation d'une liaison anhydre mixte. Elle va se dérouler grâce à la combinaison de deux couples oxydoréducteurs. Ici, notre premier couple avec le glycéraldéhyde 3-phosphate et le phosphate inorganique, et notre deuxième couple avec le NAD+, et le NADH+. Et du coup, cette réaction d'oxydoréduction, elle est
catalysée par la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Et du coup, dès que vous voyez déshydrogénase, considérez ça comme une réaction d'oxydoréduction. À la fin, ça nous donne du 1,3-bisphosphoglycérate avec la liaison anhydromixte qui est située entre le carbone et l'atome d'oxygène de notre phosphate inorganique. Ensuite, on a l'étape 7 qui est un transfert de groupe qui nous permet de passer du 1,3-bisphosphoglycérate grâce à un ADP à du 3-phosphoglycérate. Et du coup, là, on a notre première production d'ATP qui est notamment grâce à la phosphoglycérate kinase. La huitième étape, c'est une étape d'isomérisation grâce à la phosphoglycérate mutase qui nous permet de passer du 3-phosphoglycérate au 2-phosphoglycérate. La 9e étape, c'est une étape de déshydratation qui nous permet de passer du 2-phosphoglycérate au phosphoénol pyruvate, notamment grâce à l'énolase qui permet également la production d'eau. Et enfin, la dernière étape de la glycolyse, c'est une étape de transfert de groupe où on aura également la production d'ATP. Et du coup, on passe du phosphoénol pyruvate plus ADP au pyruvate, dernier intermédiaire de la glycolyse, plus ATP. Et tout ça grâce à la pyruvate kinase. Donc dès que vous voyez pyruvate kinase, direct, c'est une réaction de transfert de groupe. C'est-à-dire que on va faire passer le groupement phosphate de la molécule A vers la molécule B, qui est l'ADP. Et du coup, en faisant ça, on passe du pyruvate à l'ATP qui a reçu du coup le groupement phosphate. Ici, la pyruvate kinase, comme la PFK, elle va être inhibée par la forte charge énergétique, c'est-à-dire l'ATP, et favorisée par la faible charge énergétique, qui est l'ADP. Du coup, le bilan des étapes réversibles, premièrement, on aura la première étape, qui est catalysée par l'exokinase. Ensuite, on aura la troisième étape, l'étape de la PFK, de la phosphofructokinase, et enfin, on aura la dernière étape, celle de la pyruvate kinase. Du coup, in vivo, globalement, la glycolyse est une voie métabolique qui est dite irréversible. Maintenant, l'inhibition de la PFK, on va y retourner. Dans certains cas, c'est-à-dire les cas de forte charge énergétique, on peut avoir la PFK qui est inhibée. Sauf que si la PFK est inhibée, c'est-à-dire qu'on sera bloqué au stade de fructose 6-phosphate. Et étant donné que l'isomérase entre le glucose 6-phosphate et la fructose 6-phosphate est une réaction irréversible, eh bien on peut retourner à l'état antérieur, c'est-à-dire l'état où on a du glucose 6-phosphate. Sauf que le glucose 6-phosphate va inhiber l'exokinase. Donc on va se retrouver dans un cercle vicieux où on ne pourra plus avancer dans notre glycolyse. Sauf que dans certaines cellules, notamment les hépatocytes, on possède l'exokinase 4, aussi appelée la glucokinase, et qui n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. Et du coup, pourquoi c'est pratique? Parce que justement, ça nous permet de contourner la glycolyse pour plutôt synthétiser du glycogène. Parce que en ayant du glucose 6-phosphate dans nos hépatocytes, on peut avoir du glucose 1-phosphate qui est essentiel pour la synthèse du coup du glycogène. On a vu aussi que dans la glycolyse, on avait une réaction d'oxydoréduction qui utilisait du NAD+, qui était réduit en NADHH+. Mais du coup, forcément, il faut trouver un moyen de régénérer ce NAD+, qui a été consommé. Et du coup, pour cela, il existe deux moyens. Soit la fermentation, lactique ou bien alcoolique, ou bien la respiration cellulaire, notamment dans la chaîne mitochondriale. Du coup, en l'absence d'O2, c'est-à-dire en condition anaérobique, le pyruvate va être réduit en lactate pour régénérer le NAD+, qui est indispensable à la glycolyse. Et du coup, cette réaction, elle se déroule, c'est-à-dire qu'on aura du pyruvate plus NADHH+, qui donnera du lactate plus NAD+. Et du coup, c'est le moyen le plus rapide pour obtenir du NAD+, de nouveau. Et cette réaction, du coup, elle est catalysée par la lactate déshydrogénase. Et du coup, déshydrogénase, c'est bien une réaction d'oxydoréduction. On retrouve ce phénomène notamment dans les muscles en contraction prolongée. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui nous donne des courbatures quand on a une accumulation de lactate.
Et du coup, le lactate, pour être recyclé dans l'organisme, il va être transporté vers le foie, et on aura le cycle de Cori qui nous permettra d'obtenir du glucose de nouveau. Du coup, le bilan énergétique des fermentations, c'est-à-dire qu'on part de 1 glucose plus 2 ATP plus 2 PI, ça nous permet d'avoir 2 lactates plus 2 ATP. Ça, c'est dans le cas de la fermentation lactique. Maintenant, dans le cas de la fermentation alcoolique, ça c'est un peu plus... c'est optionnel, ça se fait pas trop dans l'organisme, même pas du tout. C'est surtout pour les levures. Du coup, on aura un glucose plus 2 ATP plus 2 PI qui nous donneront 2 éthanol plus 2 CO2 plus 2 ATP. Du coup, ça nous donne un rendement de 2 ATP par molécule de glucose contre 30 voire 32 avec l'oxydation complète du glucose, c'est-à-dire en ayant la glycolyse, le cycle de Krebs et la respiration mitochondriale. Maintenant, l'effet Warburg, c'est un effet qui est observé dans certaines cellules cancéreuses, c'est-à-dire c'est un état de fermentation aérobie. Pourquoi on dit que c'est une fermentation aérobie? Parce qu'on aura la production de lactate même en présence de dioxygène. Du coup, même en situation de forte consommation de dioxygène, c'est-à-dire en conditions aérobiques, au lieu de faire le cycle de Krebs, la cellule va plutôt préférer faire la fermentation lactique pour avoir du coup la régénération de NAD+, et pour pouvoir enchaîner notre glycolyse. Mais du coup, la conséquence à cela, ça va être du coup un rendement énergétique qui est faible. Et le deuxième phénomène, ça va être l'effet Pasteur, ça va être en présence de dioxygène, on aura le ralentissement de la glycolyse et de la fermentation, et ça va nous permettre du coup une économie de glucose via l'inhibition de la glycolyse. Mais du coup, on pourrait utiliser le glucose pour d'autres voies métaboliques, notamment la formation de glycogène. Et maintenant, dernière partie, l'application médicale du glucose. On peut utiliser un isotope radioactif afin de pouvoir suivre du coup le glucose qui sera métabolisé dans les différents tissus de l'organisme. Et dans certaines cellules cancéreuses, on aura l'activité métabolique du glucose qui sera altérée. Par exemple, ici, sur ce TEP scan, vous pouvez voir que ici le cerveau consomme énormément de glucose. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque le cerveau adore le glucose, c'est sa première source d'énergie. Et ensuite, vous pouvez voir que dans les différents organes, on a une consommation de glucose qui est plus ou moins élevée. Et du coup, ainsi, vous pouvez évaluer les fonctions métaboliques de chaque organe. Et du coup, voilà pour le cours de la glycolyse.